commencer à voir la série d'exos, on commence par l'exo 1. On commence pas par le cours, monsieur. De préférence, quand vous voulez. On en a parlé, ça ne nous dérange pas de commencer par le cours. D'accord. Mais je préfère, pour moi, de suivre d'abord, de faire une continuation de l'analyse lexicale, de bien comprendre l'analyse lexicale et on passe par la suite la partie syntaxique. Oui, de préférence, cette semaine. Cette semaine et à partir de la semaine prochaine, où là, on va discuter à la fin tel problème, tel les horaires demain. D'accord? D'accord. Oui, en tout cas, monsieur, si on peut commencer par le cours, c'est mieux que... Oui. Oui, aujourd'hui. Oh. Oui, maintenant, si vous voulez commencer par le cours, là, ça ne nous dérange pas, c'est comme vous voulez, soit le cours ou le TD. Alors, je préfère pour aujourd'hui de commencer avec le TD. Pourquoi? Pour comprendre déjà l'analyse lexicale avant d'entamer, puisqu'on va entamer juste après l'analyse syntaxique. D'accord? Et par la suite, à partir de la semaine prochaine, on peut permuter. Même la semaine prochaine, on va voir les séances. Vous m'avez proposé à 9h30 à 1h. Est-ce qu'on peut commencer à 9h? Non, on ne peut pas, monsieur. On a un système à 8h30, mais c'est bon, on s'est mis d'accord avec monsieur Bokala. Il va faire son TD le matin à 9h40 et vous pouvez garder 13h, soit 13h, 16h ou là 11h20, 14h30, c'est comme vous voulez. أنا تاع 11h20 اللي ما تساعدنيش هذا هو المشكل. D'accord. Donc automatiquement on garde هاد la séance وخلاص. Vous avez système. On garde là de la séance, on essaie de travailler, même si ما نكملوش حتى ل 16h ou si on arrive à avancer, on s'arrête avant, d'accord? L'essentiel, on va voir l'état d'avancement. En réalité, je remarque quand on utilise le cours en ligne, on avance un petit peu plus que en présentiel. Parce que généralement, في الcours, quand on est à chaque fois on dicte les définitions. Mais là, vous avez directement le cours sans dictée, sans faire des dictées, sans faire rien. Donc on avance plus rapidement que... D'accord? Si c'est possible qu'on fasse que le TD aujourd'hui, s'il vous plaît, monsieur, si c'est possible, est-ce qu'on peut faire que le TD à l'analyseur lexical? Oui, on avance bien. Et on continue la semaine prochaine. Les étudiants qui ont un peu de retard, qui doivent revoir les cours, ils auront le temps. Et on continue la semaine prochaine. En plus, en fait, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. On a eu beaucoup d'heures. Monsieur Bokala, il a voulu faire son cours aujourd'hui parce que demain, on n'aura pas cours. Donc, si c'est possible... هذه المشكل puisque demain on n'aura pas cours. Donc on va rater deux cours. Sinon, on va faire une solution. On fait TD et par la suite on commence juste un petit peu le cours parce que par la suite je dois remettre l'administration des choses. Comment on doit justifier l'heure, d'accord? Je commence à garder le nombre d'étudiants présents dans le cours et par la suite on commence même il y a une demi-heure ou là et je vous laisse par la suite. D'accord, très bien, merci monsieur. D'accord, ok. Même si on avance في TD, si on avance في TD, parce que hier j'ai remplacé Madame Bokala le TD de la section A, on a fait l'exo 1 et l'exo 2, on a avancé très bien, même on a avancé avant la terminaison de la séance, j'ai libéré les étudiants, on a fait que l'exo 1 et l'exo 2. Si on arrive à avancer l'exo 1 et l'exo 2 rapidement, on fait juste après une présentation de l'analyse syntaxique, quelques définitions, parce qu'au départ on va faire des définitions sur les grammaires syntaxiques, maintenant c'est des rappels. Et je vous laisse, on commence à partir de la semaine prochaine pour l'analyse syntaxique. D'accord? D'accord. Merci, monsieur. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend très bien. Il n'y a pas... D'accord. On est en train d'attendre. Jusqu'à maintenant, j'ai que 28 étudiants. Pourquoi ils font tout ce retard? Je pense pas qu'ils soient en retard, monsieur. On ne sait pas pourquoi sur votre séance, il faut que vous acceptiez les étudiants un à un. Et mais la balise, pour moi, je ne sais pas pourquoi il est verrouillé comme ça. Chaque fois, je l'accepte. Mais la balise, j'ai essayé de verrouiller. Il y a une clé de ce côté, mais je n'arrive pas à déverrouiller la clé. D'accord? Parce qu'à partir, peut-être pas à partir de la semaine prochaine, on va travailler avec l'autre manuel, l'autre outil, parce que je crois qu'il va être bloqué à partir de fin de l'année, il va être bloqué.
D'accord? On essaie de travailler avec Google Meet. D'accord, monsieur. Hmm. Si vous voulez, sur Mais Google Meet, c'est pareil. Du coup, il faut accepter au fur et à mesure. Donc, si vous voulez, Anna, je crée les réunions. Comme ça, vous pourrez continuer. Anna, j'accepte les étudiants. D'accord. Le problème, je n'ai pas encore utilisé le Google Meet, l'outil, j'arrive pas. Est-ce que c'est la même chose que Webex ou là? Oui, c'est exactement pareil, monsieur. Google Meet, c'est directement sur Google Chrome. C'est pas une application que vous téléchargez sur... Est-ce qu'il vous donne de faire des photos comme ça et on peut les partager? Je pense, monsieur. Eh, parce qu'un qui دخلت sur mon portable, j'arrive pas à accéder les photos, les trucs. C'est pour ça que je suis en train de travailler avec vous, le Webex, puisque je peux partager des trucs, des photos. Mais Google Meet, il est un petit peu compliqué par rapport à Webex. J'arrive pas à trouver le partage des photos, les trucs. Donc. Je vais essayer le week-end de voir, on va voir pour la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut commencer? Il y a une trentaine d'étudiants, monsieur. On peut commencer Oui. Et ils arrivent au fur et à mesure. Il y a une trentaine d'étudiants, d'accord. Donc, on va commencer avec le TD de l'analyse lexicale. Donc, Flexo 1, on vous demande de donner l'automate déterministe qui reconnaît un message composé 18 de 0 et 1 et ne contenant pas de séquence 0, 0, 0, 3, 0. Si on va trouver 3, 0, ça va vous indiquer la fin du message. Donc, tous les messages acceptés par le langage doivent se terminer par 3, 0 à la fin. D'accord? Et la longueur de message, elle est inférieure ou égale à 50. Ça veut dire que le message correct ne doit pas dépasser 50 caractères. D'accord? Et donc là, si on va remarquer comme ça, quel est le message minimal? C'est 3, 0. D'accord? Le message le plus petit, c'est 3, 0. 3, 0 seulement. D'accord? Et là, on vous donne la longueur. Je vais expliquer par la suite pour la longueur de message qu'on ne va pas l'utiliser au niveau de l'automate. On va laisser le test de la longueur au niveau de l'algorithme. Pourquoi? Pour ne pas avoir un automate qui est très grand. Si on va utiliser la longueur, il faut utiliser en fonction de la longueur 50 caractères. Si on va utiliser 50 caractères, il faut utiliser dans le sens presque 50 états. Si on va augmenter l'automate en nombre d'états, on va augmenter la matrice de transition. Vous savez que la matrice de transition, on a déjà défini ça. Chaque ligne, ça représente un état de l'automate. Si on augmente le nombre d'états de l'automate, on va augmenter l'espace mémoire de la matrice de transition. On va augmenter le nombre de lignes qui va représenter l'état de l'automate. Si on augmente les états de l'automate, on va augmenter la matrice de transition et on risque de gaspiller l'espace mémoire. Donc, au lieu de tester les longueurs ou les trucs, les longueurs, les valeurs, ou là, on les laisse au niveau de l'algorithme. Parce qu'on peut les tester au niveau de l'algorithme pour avoir un automate dans le sens simple qui est minimal. D'accord? Pour ne pas encombrer la mémoire de la matrice de transition. D'accord? Donc là, je vais vous partager avec vous la correction et on essaie d'étudier en parallèle. D'accord? Donc là, l'exo 1, petit a, donc on va définir d'abord l'automate, par la suite on va écrire l'algorithme. D'accord? Donc quand vous voyez comme ça, l'automate, donc vous voyez comme ça l'automate, donc l'automate, j'ai démarré de l'état 0, j'ai passé à l'état 1 avec 0, j'ai passé de l'état 1 à l'état 2 avec 0 et de l'état 2 avec 0, je suis passé à l'état 3. Ça veut dire ça, pour représenter le message minimum qui est 3,0, je passe de l'état 0 vers l'état 3 avec 3,0. Donc ça, c'est le message minimal. D'accord? Et par la suite, on va augmenter en fonction pour avoir tous les messages corrects qui se terminent par 3,0. D'accord? Donc là, je vais revenir à l'état 0. De l'état 0, j'ai deux sorties. Soit on sort avec 0, soit on sort avec 1, puisqu'on accepte
on accepte les messages qui commencent par 1 ou qui commencent par 0. Si je peux, de l'état 0 avec 0, je passe à l'état 1, et de l'état 0, je vais passer à l'état 4 pour avoir un automate déterministe. Donc, pour avoir un automate déterministe, donc il faut sortir avec soit 0, soit 1. Donc, si je suis l'état 1 et j'ai 0, je vais passer à l'état 2 avec 0, d'accord? Et pour avoir le message, il doit construire tous les messages possibles, je peux sortir l'état 1 avec 1 vers l'état 4. Pourquoi je suis sorti de l'état 1 vers l'état 4, vers l'état 4 et je ne suis pas passé vers l'état 2? Pour avoir à la fin deux messages, 3, 0. Puisque quand je passe de l'état 1 vers l'état 4 avec 1, je peux revenir par 0 vers l'état 1, je peux construire un 0 vers l'état 2 et un 0 vers l'état 3. Donc, je peux construire un message qui est correct, puisque la fin d'un message doit être 3, 0. Maintenant, si je suis à l'état 4, je peux générer autant de 1. Si je génère 0, je peux peut-être générer la fin d'un automate, soit je génère un 0 et je peux revenir vers l'état 1 avec 1 ou le passer vers l'état 2 avec 0. D'accord? Maintenant, de l'état 2, j'ai passé à l'état 4. La même chose, pourquoi je suis passé à l'état 4? Pour construire la fin avec 3, 0. Si je passe à l'état 1 avec 1, de l'état 2 à l'état 1 avec 1, je ne peux pas construire 3, 0. D'accord? Et j'aurai des messages qui ne sont pas corrects. Donc, il faut passer vers l'état 4 avec 1 et on peut passer de l'état 4 à l'état 1 avec 0, de l'état 1 à l'état 2 avec 0 et de l'état 2 à l'état 3 avec 0 pour construire la fin avec 3, 0. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Oui, c'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. Monsieur, Est-ce que c'est pour tout le monde? Oui. monsieur, pourquoi ne pas se passer de l'état 4? Pourquoi on ne se passerait pas de l'état 4 et directement faire une boucle sur l'état 0 avec soit 1, soit un 0, puis sortir avec 1, 2, 3? On passe répéter la question tech, mais j'entends mal. On garde l'automate comme ça, mais on enlève l'état 4. Puis on boucle sur l'état 0 avec 0 ou 1. Puis on sort avec de 0 à 1, après 0, 2, jusqu'à 3. Mais il devient non déterministe avec 0 et 1. On a deux sorties avec 0. Vous voyez? Allô? Ah oui, c'est bon, pardon. L'objectif, c'est de construire un automate déterministe. Simple, ça veut dire quoi? On passe d'un état vers un autre état par un seul caractère. Et il faut faire attention que l'automate doit être déterministe. Puisque si on peut faire ça, c'est juste sadique. Mais en réalité, l'automate, il n'est pas déterministe. Et l'analyseur lexical, il va se bloquer par la suite. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord, est-ce que c'est bon? Si c'est bon, on va passer à l'algorithme. L'algorithme de reconnaissance d'un message. Là, l'algorithme de reconnaissance d'un message correct. Donc, on a une chaîne qui contient un message. Et vous voyez qu'ils vous disent que le message, il est délimité par blanc. C'est délimiteur de fin de chaîne. Donc, on a le message. À la fin, vous avez un blanc. Le blanc qui lui donne la fin de message. D'accord? Donc là, j'ai mis quoi l'algorithme? On va lire la chaîne au départ. TC, c'est le terme courant de la chaîne qui va parcourir la chaîne. On va l'initialiser au premier terme de la chaîne. Le EC, c'est l'état de l'automate. L'état de l'automate, on démarre l'état initial qui est dans notre cas, c'est 0. D'accord? Et j'ai utilisé un compteur puisqu'au départ, on vous demande que le message correct ne doit pas dépasser 50 caractères. Donc, j'utilise un compteur 0 et j'incrémente le compteur. Par la suite, je teste à la fin de si le message ne dépasse pas 50 ou là, il est inférieur à 50. D'accord? Donc là, tant qu'on n'a pas un état de blocage et tant que TC, le terme colon de la chaîne, n'est pas arrivé à blanc, parce que le blanc, c'est le dernier élément de la chaîne. D'accord? Faire le EC, l'ancien état de l'automate, il va recevoir le nouveau, il va recevoir l'ancien, virgule avec TC. T2 EC avec TC, il va vous donner le nouveau état dans l'automate. D'accord? Par la suite, on incrémente le compteur et on passe à l'élément suivant, la chaîne. TC reçoit TC plus 1.
D'accord. À la sortie de la boucle, soit on sort avec deux cas, soit état de blocage ou là avec un bloc. Si on sort avec état de blocage directement, erreur, message incorrect. D'accord. Sinon, si EC, ça veut dire sinon, c'est pas état de blocage, on est sorti avec fin de chaîne. Si on sort avec fin de chaîne, on doit dire que le message, il est correct. Si on sort avec état final, dans notre cas, l'état final, c'est 3. Si on sort avec un état différent de 3, l'état de sortie, c'est différent de 3, erreur, message, il est incorrect. Sinon, ça veut dire on est sorti avec blanc à la fin, et l'état de sortie, c'est un état final 3. On va faire quoi maintenant? On va tester en fonction de la longueur. Si le compteur qu'on a incrémenté à l'intérieur, il dépasse 50, le message il est incorrect. C'est un message correct dans le sens, dans la forme, mais il est incorrect en fonction de la taille. La taille, ça dépasse 50. Sinon, c'est un message correct. On va faire quoi? On l'insère et on le codifie dans la table des symboles. Est-ce que c'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, la notion de EC est différente de 3. Ça veut dire quoi? C'est l'état de sortie, c'est un état final. Oui. Quand on a un automate pour dire qu'un mot il est accepté, on passe de l'état initial vers un état final. L'état final dans notre cas, le message, c'est quoi? C'est 3. Vous voyez l'automate là, il est égal à 3. D'accord? C'est un état final parce qu'on a deux cercles fait. Quand on fait deux cercles, c'est un état final. Est-ce que vous voyez ça? S'il vous plaît. Oui, c'est bon, monsieur. Merci. C'est bon. Parce que pour dire que... Monsieur, s'il vous plaît, acceptez les étudiants. ça m'a aussi khorjou le truc là, d'accord. لهم يعاودوا يبعثوا des invitations parce que ça sort pas لهنا. D'accord. D'accord. خرجوا ليش؟ Un état final, c'est un état final, voire deux sorties. Il faut tester. Le mot, il est accepté. Si maintenant on sort avec état de blocage, le mot, il n'est pas accepté. Si on sort avec fin de chaîne, mais l'état de sortie n'est pas état final, il n'est pas accepté. Pour dire qu'il est correct, on doit sortir avec fin de chaîne et l'état final. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? C'est bon. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est bon, monsieur. Pas de... Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. C'est bon. On peut pas. Donc, on passe maintenant à l'exo 2. D'accord. Donc, dans l'exo 2, on vous donne une portion du programme. D'accord. On vous donne une portion du programme et en même temps, on vous donne c'est quoi ADR1, ADR2, A1, A2, A3, X, Y, Z. Ils vous disent que ça, c'est des identificateurs. Ils vous donnent la forme d'un identificateur qui est représenté par une suite de caractères alphanumériques et commençant par les lettres. Donc, un identificateur, il doit commencer par lettres et on aura par la suite de lettres et de chiffres. Et dans la longueur, ne dépasse pas 8 caractères. D'accord? Et val, c'est quoi? C'est une constante entière. Dans la longueur, ne dépasse pas 16 chiffres. Ça veut dire une constante entière, on n'a que des chiffres. Donc, le minimum d'un identificateur, c'est quoi? C'est une lettre. Et le minimum d'une constante, c'est un chiffre. D'accord? Maintenant, on vous demande la question 1 de donner les entités lexicales de la portion du programme. Quelles sont les entités lexicales de la portion du programme qu'on a vu dans le cours? On peut trouver soit les mots-clés, soit les identificateurs, soit les constantes, soit les séparateurs. Donc, à partir de la portion du programme, là, on doit détecter les mots-clés, les séparateurs, la forme des identificateurs et la forme des constantes. Ce n'est pas la constante comme ADR1. La forme de l'identificateur dans le cas général et la forme d'une constante dans le cas général. D'accord, vous voyez ça.
Donc là, j'ai la portion du programme. À partir de la portion du programme, je vais détecter les entités lexicales qui sont les mots-clés, les séparateurs, et ils ont donné la forme d'un identificateur et la forme de la constante. Il suffit de détecter par la suite, au niveau de la portion du programme, les mots-clés et les séparateurs. D'accord? Je vais vous partager les entités lexicales. D'accord? Donc là, les entités lexicales qu'on peut avoir dans une portion du programme, on peut trouver les mots-clés. Les mots-clés qu'on peut trouver dans la portion du programme, vous voyez Exchanger, To Put In, AD et Store. D'accord? Et vous avez 4 mots-clés. D'accord? Oui. Monsieur, vous pouvez Oui. vous allez... Répétez quoi? D'accord. خلاص, je vais. Est-ce que l'exo 1 c'est bon? C'est bon, exo 1. S'il vous plaît. D'accord, je répète l'exo 2. L'exo 2 نعاودو puisque انا واش قلت لكم لازم نخدموا ان exo ولا deux نفهموهم de préférence que faire 20 exos. Si on comprend le principe, c'est bon. Je vais répéter, d'accord? قلت لكم في l'exo 2, on vous donne une portion du programme. Quand on vous donne une portion du programme, à partir de la portion du programme, on va détecter les entités lexicales. Les entités lexicales qu'on peut détecter, on peut détecter les mots-clés et les séparateurs. Puisque les identificateurs, les constantes, même si on a les identificateurs, les constantes, à chaque fois, ils doivent vous donner la forme générale. Puisqu'à l'intérieur de la portion du programme, vous voyez, on a ADR1, ADR2, A1, A2, A3, et XZ. D'accord? Ça, c'est un cas particulier d'un identificateur. Mais dans notre cas, quand on va écrire un automate, il faut écrire un automate pour la forme générale d'un identificateur. C'est pour ça, juste en bas, ils ont donné la forme d'un identificateur et la forme d'une constante. J'ai dit que la forme d'un identificateur, il doit commencer par une lettre et vous aurez par la suite de lettres et de chiffres, tels que la longueur ne dépasse pas 8 caractères. D'accord? Et val une constante entière. Quand on dit une constante entière, c'est une suite de 2 chiffres. Une suite de chiffres telle que la longueur ne dépasse pas 7 chiffres. D'accord? Et donc, j'ai dit que pour l'identificateur, le minimum d'un identificateur, c'est avoir une lettre. Et le minimum pour un chiffre, c'est d'avoir un seul chiffre. D'accord? C'est bon. Maintenant, je vois la portion du programme et j'essaie de détecter les entités lexicales. Donc, je détecte d'abord les mots-clés et par la suite les séparateurs. Les mots-clés, on a 4 mots-clés. On a le store, l'addition, le to put in et l'exchange. D'accord? Ça, c'est les mots-clés. Les séparateurs qu'on peut détecter à l'intérieur du programme, vous voyez, vous avez virgule, point virgule et 2 points. D'accord? Ils ont donné la forme d'un identificateur. Vous voyez, donc j'ai mis lettre suivie de lettres ou de chiffres avec dièse, tel que la longueur elle est inférieure à 8. Pourquoi? Parce que je peux avoir minimum d'un identificateur, c'est lettre. Et en bas, vous avez la constante, vous avez chiffre, entre parenthèses, on peut générer n'importe quel chiffre, plusieurs chiffres, et de telle manière, vous avez mis chiffre avec plus. Ça veut dire qu'on peut avoir minimum pour une constante, c'est un seul chiffre. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Donc ça, c'est pour les entités lexicales. Donc là, j'ai détecté de la portion du programme les mots-clés, les séparateurs, et ils ont donné la forme, les mots-clés, et ils ont donné la forme d'un identificateur et la forme d'un constante dans le cas général. Puisque la portion du programme ADR1, ADR2, A1, A2, A2, X, Y et Z, c'est des cas particuliers d'un identificateur. Et dans notre cas, pour construire un automate, on doit construire pour la forme générale d'un identificateur. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. C'est bon. D'accord. Maintenant, on vous demande de donner l'automate simple déterministe décrivant les entités de la portion du programme. Donc, on a détecté les entités lexicales de la portion du programme. On essaie d'écrire maintenant l'automate déterministe qui reconnaît les entités précédentes. D'accord? Là, j'ai mis premier cas, regrouper les mots-clés avec les identificateurs. Pourquoi? On va voir par la suite pourquoi. Parce que là, vous remarquez les mots-clés, c'est quoi les mots-clés? C'est des suites de lettres. Donc, je peux les reconnaître avec les identificateurs. Parce que les identificateurs, je peux générer que des lettres. D'accord? Donc, les mots-clés, ils ont la forme d'un identificateur. Donc, on va faire quoi? Le premier cas,
on va voir pourquoi j'ai regroupé, parce que je vais faire les deux cas pour voir qu'on va gagner l'automate. Si on gagne le nombre d'étapes l'automate, on va gagner la matrice de transition. D'accord? Si je regroupe les mots-clés avec les identificateurs, ça veut dire que dans le sens, on aura 3 entités lexicales dans lesquelles on va construire l'automate. J'aurai que les identificateurs, les séparateurs et les constantes. D'accord? Et par la suite, je laisse le test au niveau de l'automate. Quand je sors avec un état final qui est un état final d'un identificateur, je ne peux pas décider est-ce que mot-clé ou là, identificateur. Je prends le mot, je le compare par rapport aux 4 mots-clés. S'il est égal à un des mots-clés, donc je le prends comme mot-clé, sinon on le prend comme identificateur. C'est un simple texte au niveau de l'algorithme. Et on va voir qu'on va gagner l'espace mémoire de la matrice de transition par rapport au deuxième cas dans lequel on va traiter les mots-clés séparément des identificateurs. D'accord? Donc là, on suppose qu'on a 3 entités, lexicales. Les identificateurs, les constantes et les séparateurs. D'accord? Et donc, premier cas, je vais construire l'automate pour les 3 hadouma. On va voir la matrice de transition pour les 3. On va voir la matrice de transition et par la suite, on va voir le deuxième cas. Et on va construire les 2 cas, l'automate et l'algorithme de reconnaissance d'une entité lexicale. D'accord? Donc là, l'automate, vous voyez, de l'état 0, on passe à l'état S2 avec virgule, point, virgule et 2 points. C'est la reconnaissance des les séparateurs. D'accord? Et de l'état 0, on passe à S3 avec chiffre et on peut boucler avec chiffre. C'est pour la reconnaissance d'une constante. Et de S0, on va passer vers S1 avec lettres et on peut générer autant de lettres et de chiffres dans l'état S1 pour générer les identificateurs. D'accord? Et donc, pour représenter cette matrice, cet automate avec une matrice de transition T, vous avez 4 états, donc ils vont représenter les lignes dans la table d'analyse, dans la table de la matrice de transition. Donc, vous avez la ligne S0, S1, S2 et S3. D'accord? Les colonnes, c'est l'alphabet du langage. Vous avez les lettres, les chiffres, virgule, point, virgule et les 2 points. D'accord? Donc, vous voyez de S0 avec lettres, on va passer le S1. De S0 avec le virgule, point, virgule et 2 points, on va passer le S3. Et de S0 avec chiffre, on va passer le S3. D'accord, j'ai confondu le Hanaya. De virgule, point, virgule, 2 points, on passe le S2 et de chiffres, on passe le S3. D'accord? Et on remplit la table. Donc, on a le vecteur des états finaux. Vous avez tous les 3 états qui sont finaux, S1, S2 et S3. Et donc, l'ensemble F des états finaux, c'est l'ensemble des états finaux, une constante, l'ensemble des états finaux des séparateurs, union l'ensemble des états finaux des identificateurs mots-clés. Puisque S1, il représente en même temps un état final d'un identificateur ou bien un mot-clé. D'accord? Parce qu'on ne connaît pas est-ce que c'est un mot-clé ou l'identificateur. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon pour l'automate dans le premier cas, pour les entités lexicales? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Il est simple, là. Donc là, vous voyez là qu'on a un automate simple qui n'est pas compliqué. On va voir par la suite le deuxième cas. Quand on va rajouter les mots-clés, ça devient compliqué, il devient illisible. Et par la suite, on va augmenter le nombre d'états dans l'automate. Ça veut dire qu'on va augmenter le nombre d'états dans la matrice et on risque d'avoir une matrice trop grande. D'accord? Donc là, c'est pour l'automate. Est-ce que c'est bon pour l'automate pour passer directement par la suite à l'algorithme de reconnaissance d'une entité lexicale, dans des entités lexicales dans le cas du premier cas? Est-ce que c'est bon? On peut passer l'algorithme? Oui, c'est bon. D'accord. 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 Donc là, c'est l'automate de reconnaissance d'une entité
lexical. Donc, vous voyez, au début, on va lire une entité. En entrée, on va lire une entité. Le TC, il va recevoir le premier terme de l'entité. Le TC, c'est le terme courant de la chaîne. Le EC, dans notre cas, c'est S0. Il va recevoir l'état de l'automate, c'est S0. Et je vais utiliser là un compteur, puisqu'on aura besoin par la suite de tester la longueur d'un identificateur et la longueur d'une constante. Et on a laissé les tests au niveau de l'algorithme pour ne pas compliquer l'automate. D'accord? Pour avoir toujours un automate simple qui n'est pas compliqué pour ne pas augmenter la matrice de transition. D'accord? Et donc là, j'ai pris un compteur égal à 0 et j'ai besoin du mot, je dois le récupérer. J'ai mis le mot vide à epsilon au départ pour récupérer par la suite le mot. Pourquoi? Puisque quand on sort avec un état S1 qui est l'état les mots-clés ou l'identificateur, on doit tester est-ce que le mot en sortie c'est un identificateur ou la mot-clé. D'accord? On va voir comment tester à la fin. Et donc là, on va boucler. Tant que ce n'est pas un état de blocage et ce n'est pas fin de chaîne qui est dièse, on va passer à EC, de l'état précédent avec TC, on va passer à l'état EC suivant l'automate. On incrémente le compteur et on récupère le mot. Le mot reçoit l'ancien mot concaténé à TC pour avoir le mot à la fin. Et on passe à l'élément suivant, la chaîne. Donc la chaîne, on était à TC, on va passer à TC plus 1. D'accord? On boucle tant qu'on n'a pas blocage et on n'est pas à fin de chaîne. Si on sort avec deux cas, soit état de blocage ou la fin de chaîne. Si on sort avec état de blocage, directement, erreur, entité incorrecte. Sinon, si maintenant on sort avec, ce n'est pas un état de blocage, on est sorti avec fin de chaîne, on n'est pas obligatoirement à avoir une entité correcte. Il faut vérifier que l'état de sortie, c'est un état final. Si il n'appartient pas à l'ensemble des états finaux, ça veut dire que on est sorti avec un état qui n'est pas un état final. Erreur, entité incorrecte. Sinon, on est sorti avec un état final. Ça peut être un état final d'un séparateur, une constante ou là, identificateur mot-clé. Donc, j'ai testé au départ si EC, il appartient à F séparateur. C'est un séparateur. Si c'est un séparateur, ça veut dire quoi? Je vais lancer le message entité correcte séparateur et je vais l'insérer, la codifier dans la TS. Sinon, ça veut dire c'est pas l'état de sortie, c'est pas un F séparateur, c'est pas un état de sortie d'un séparateur. J'ai testé avec F constante. Si et F constante, ça veut dire quoi? Alors là, il faut faire attention. La constante, on a dit qu'on doit vérifier la longueur ne dépasse pas 7. J'ai testé quoi? Si compteur il est supérieur à 7, ça veut dire quoi? Erreur entité constante incorrecte ou la trop longue. D'accord? Parce qu'elle dépasse 7. D'accord? Sinon, si elle est correcte, si elle ne dépasse pas 7, on va faire quoi? On va l'initialiser, l'insérer et la codifier dans la tienne. Sinon, ça veut dire que c'est pas un séparateur, c'est pas une constante, automatiquement, soit il est un IDF ou là, mot-clé. D'accord? Sans tester directement, on va faire quoi? Là, j'ai utilisé une fonction qu'on appelle mot-clé. Je lui donne le mot en entrée, elle va vous donner la réponse vraie ou faux. Si elle va vous donner la réponse vraie, c'est un mot-clé. Si elle va vous donner la réponse fausse, c'est l'entité, c'est un identificateur. Mot-clé, c'est une simple fonction. Hein. D'accord? J'ai les 4 mots-clés. Il suffit de prendre le mot, de le tester par rapport aux 4. C'est une simple procédure. Là, je n'ai pas écrit la procédure, on suppose qu'elle existe. Hein. On lui donne le mot, elle vous retourne la réponse vraie ou faux. Si j'ai mis mot-clé, tu as le mot. S'il est un mot-clé, ça veut dire quoi? L'entité, c'est un mot-clé correct. Je l'insère et je la codifie dans la TS. Je l'insère et je la codifie dans la TS si on suppose que les mots-clés ne sont pas insérés sur la table des symboles. S'ils sont insérés dès le départ sur la table des symboles, je récupère seulement son code. D'accord? Sinon, ça veut dire que ce n'est pas un mot-clé, c'est un identificateur. Si c'est un identificateur, on doit faire quoi? On doit tester la longueur. Si la longueur dépasse 8, donc si la longueur dépasse 8, ça veut dire que l'identificateur il est incorrect, il dépasse la longueur. Sinon, ça veut dire que l'identificateur il est correct, je l'insère et je le codifie dans la table des symboles. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Oui. Vous entendez? S'il vous plaît, dans l'algorithme, pourquoi est-ce qu'à la fin, vous avez fait sinon si IDF supérieur à 8? Et puis, vous voyez, revenir vers l'énoncé à l'exo.
Quand on a défini un identificateur, on a dit quoi? Des identificateurs qui sont représentés par une suite de caractères alphanumériques, commençant par les lettres, dont la longueur ne dépasse pas 8 caractères. D'accord? S'il dépasse 8 caractères, ça veut dire que c'est un identificateur incorrect. Pour notre cas, puisqu'on a pris que la longueur ne doit pas dépasser 8 caractères. D'accord. Est-ce que vous voyez ça? Oui, c'est bon. Merci. Et j'ai dit que je laisse les longueurs, même les valeurs ou les trucs, je ne vais pas les utiliser au niveau de l'automate. Je laisse toujours le calcul de les longueurs ou les valeurs de une certaine variable ou là, on les laisse au niveau de l'automate pour ne pas compliquer on les laisse au niveau de l'algorithme. On ne va pas les faire au niveau de l'automate. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Monsieur, CPT ou la IDF? Est-ce que vous avez... CPT ou la IDF supérieur à 8, CPT. Oui, c'est CPT, tu as c'est les IDF. constants. Et IDF, tu as les identifiants. Le compte CPT, c'est ça, c'est CPT. Hein. J'ai mis quoi la longueur? Vous avez écrit C'est CPT ne dépasse pas. C'est CPT. Parce que le compteur qu'on a utilisé pour l'algorithme. CPT, c'est CPT supérieur à 8. S'il est supérieur à 8, donc l'entité, elle est incorrecte. Vous voyez s'il vous plaît. Oui, c'est CPT. Hein. Le compteur qu'on a utilisé, le FOCA, j'ai mentionné à 0 et on a incrémenté le compteur à l'intérieur par 1. D'accord? C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hein? Oui, c'est bon. Répondez s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, monsieur. Donc, on va passer maintenant au deuxième cas. On va voir quelle est la différence avec le premier cas. D'accord, je vais vous partager avec vous l'algorithme dans lequel on va reconnaître Donc, on aura maintenant 4 entités lexicales. Les mots, les identificateurs, les séparateurs et les constantes. On va voir quelle est la différence entre les deux. Vous allez voir qu'on aura un grand automate par rapport au automate de départ. Ça veut dire qu'on va augmenter la taille de la matrice de transition. D'accord? Et si on augmente la taille de la matrice de transition, on va voir là pour seulement 4 mots-clés. Si on a 100 mots-clés, vous voyez comment on va avoir un changement. D'accord? Donc là, j'ai partagé l'algorithme de reconnaissance des entités lexicales. Donc là, j'ai pas changé pour la constante. Vous voyez, de S0, je passe à S3 avec chiffre et je boucle avec chiffre. De S0, je passe à S2 avec point, virgule, 2 points et virgule. Et maintenant, de S0, je passe toujours à S1 avec lettre et je boucle avec lettre au-dessus pour les identificateurs. Maintenant, je suis en train d'ajouter. Là, j'ai ajouté seulement 2 mots-clés. Hein. On n'a déjà que 4. J'ai ajouté le mot, le clé, le foca, E, exchange. Je vois arriver le mot, l'état final de un mot-clé. J'ai noté à la fin l'état final de un mot-clé, c'est mot-clé. D'accord? Vous voyez tout à fait à droite. Et de S0, je passe par A et je passe par D et je passe par D vers l'état final mot-clé. Déjà, vous voyez ça. Bon, je vais expliquer par là. Vous voyez déjà pour 2 mots-clés, on a rajouté combien d'états? On a rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a rajouté pour 2 mots-clés seulement 10 états. Ça veut dire on a rajouté des états, on va rajouter 10 lignes sur la matrice de transition. 10 lignes multipliées par 5, puisqu'on a 5 colonnes, on a rajouté 50 cases. Pour 2 mots seulement, mots-clés. Hein, d'accord? Si on va rajouter les 2 mots-clés, les autres 2 mots-clés, on va rajouter peut-être 10 états de plus, on va avoir 20 états. 20 états multipliés par 5, on va avoir 100 cases à rajouter sur la matrice de transition. Vous voyez donc la complication qu'on a quand on va énumérer tous les mots-clés. Et donc là, pour 4 mots-clés, si on suppose un langage de programmation qui possède 100 mots-clés ou les 200 mots-clés, vous voyez l'état, vous voyez déjà l'automatique devient illisible et par la suite, on va augmenter la taille de la matrice de transition. Si on a la possibilité de regrouper les identificateurs avec les mots-clés, on les regroupe pour avoir un automate simple et on laisse le test. Vous voyez que le test, il est simple. Même
on va comparer avec le deuxième algorithme de reconnaissance séparément, c'est presque les mêmes algorithmes, les mêmes tests. Donc, on n'a pas compliqué. Donc, dans le sens où on va gagner l'espace mémoire et on va perdre un petit peu le temps d'exécution. C'est pas minime par rapport au l'espace mémoire qu'on va perdre. Et de préférence, quand vous avez la forme des mots-clés qu'on peut les représenter avec les identificateurs, on va représenter les identificateurs et les mots-clés ensemble et par la suite on laisse le test les mots-clés et les identificateurs au niveau de l'algorithme. Et donc là, j'ai mis quoi? De S0 on passe à S1, j'ai mis lettre moins E et A. Pourquoi j'ai mis lettre moins E et A? Parce que vous voyez que de S0 je passe vers un état avec E et je passe vers un autre état avec A. Si je laisse de S0 on passe à S1 avec lettre seulement, il devient non déterministe. Et en notre cas, on vous demande de construire un automate déterministe pour que l'analyse lexicale, il marche à 100%. Donc, j'élimine le E et les A. Même si j'ajoute d'autres mots-clés, à chaque fois la sortie d'un mot-clé, il va éliminer l'ensemble de lettres. D'accord? Maintenant, j'ai mis de S0, je passe à l'état E vers un état final. Cet état final, il va représenter quoi? Il va représenter un identificateur. Pourquoi? Puisque E, ça peut être un identificateur. Et maintenant, si je suis l'état final, le E avec, je peux sortir avec X pour peut-être construire un mot-clé et je peux passer vers S1 pour construire un identificateur qui commence par E et vous avez une suite qui est différente de X. Donc, on va avoir lettre moins X. Pourquoi? Pour avoir un automate déterminé / chiffre. D'accord? Égal les états intermédiaires, vous voyez, je peux construire soit un identificateur dans chaque état. Si j'arrive à la fin avec eux vers l'état un mot-clé, donc je le prends comme un mot-clé. Mais maintenant, si je peux de un mot-clé, je termine avec ADD et j'ajoute d'autres lettres. C'est pas j'aurai ADD X ou la ADD 100, donc c'est un identificateur, c'est pas un mot-clé. Et vous voyez la complication qu'on a l'automate HADA par rapport à l'automate de départ. D'accord? Est-ce que vous voyez? Monsieur, pourquoi on a mis les états exchange à chaque caractère un état fini? Mais si un mot-clé, le connaît de bark. Et c'est pourquoi? C'est pour ça que j'ai mis avec l'état final, c'est un état final. L'état final d'un identificateur, c'est pas l'état final d'un mot-clé. Tous les états contre, j'ai pas numéroté avec les états, c'est les états finaux d'un identificateur. Le mot-clé, un seul état final, c'est l'état mot-clé. D'accord? Tous les états qui sont au milieu, c'est les états finaux des identificateurs. Parce que je peux changer, tant que je n'ai pas arrivé à la fin d'un mot-clé, il n'y a pas la suite, donc c'est un mot-clé. Mais je peux avoir ADD 100. ADD 100, c'est un identificateur. C'est pas un mot-clé. Et je sors avec l'état final qui est S1. D'accord? Vous voyez? Oui, d'accord, merci. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis tout à fait en bas, c'est quoi? L'ensemble F des états finaux, on a l'ensemble des séparateurs, union l'ensemble des constantes, union l'ensemble des identificateurs, union l'ensemble des mots-clés. F séparateur, c'est S2 dans notre cas, F constante, c'est S3, j'y mets tout à fait à droite, et par la suite, F mots-clés, on a un seul état de mot-clé, c'est mot-clé. Je l'ai noté mot-clé. Maintenant, F identificateur, c'est quoi? C'est tous les états de l'automate, moins S2, S3, et un mot-clé et S0. On élimine que S0, S2 et S3 et S mot-clé, c'est tous les états, les autres états de l'automate. Ce sont des états finaux de l'identificateur. Est-ce que vous voyez ça? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va passer l'algorithme. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Non, c'est bon, monsieur. C'est bon, on va passer l'algorithme pour voir la différence avec le premier algorithme. D'accord. Donc là, c'est la même chose. C'est le même algorithme, on va voir un changement tout à fait en bas. Parce que là, on va lire la même chose, l'entité.
TC reçoit le premier terme de l'entité, EC reçoit dans notre cas c'est S0, et on va utiliser un compteur. Là, on peut ne pas mettre le mot puisqu'on ne va pas étudier à la fin avec la fonction mot-clé. D'accord? Tant que EC est différent de l'état de blocage et EC différent de dièse, on va passer toujours à l'état précédent, on va passer à l'état suivant flottomate, on incrémente le compteur et on passe à l'état suivant flash. D'accord? Si on sort avec l'état de blocage, c'est la même chose que l'état précédent. On va mentionner que l'entité, elle est correcte. Si maintenant, ce n'est pas un état de blocage, je teste la même chose que l'algorithme précédent. Si ce n'est pas un état final, donc l'entité, elle est incorrecte. Et par la suite, on a testé avec séparateur, avec la constante. C'est la même chose, d'accord? Il n'y a pas de changement. Tout à fait en bas, quand on a testé 6 mots-clés, là, on ne va pas tester avec 6 mots-clés. On va tester puisqu'on a les états identificateurs, on a les états les mots-clés. Si EC appartient à l'ensemble des états identificateurs, directement, c'est un identificateur. Sinon, directement, c'est un mot-clé. Si c'est un identificateur, on va faire quoi? On va tester le compteur. S'il dépasse 8, erreur, entité, elle est incorrecte. Identificateur incorrect. Sinon, l'entité, c'est un identificateur correct, on l'insère et on qualifie dans la TS. Sinon, ça veut dire que ce n'est pas un identificateur, c'est un mot-clé directement, sans tester, sans utiliser une fonction de test. Là, puisqu'on a chaque état représente une entité lexicale. Donc, si on a un système mot-clé, on l'insère et on le codifie dans la TS. Vous voyez que par rapport aux deux algorithmes, c'est le même principe, peut-être même le temps d'exécution, il est le même. Et par rapport à la matrice de transition du premier cas et du deuxième cas, vous voyez que le deuxième cas, on perd beaucoup d'espace mémoire. Là, vous voyez déjà, pour 2 mots-clés seulement, on a perdu 50 cases dans la matrice de transition par rapport à la matrice de transition dès le départ. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, Oui, monsieur, c'est bon. C'est bon. Bon. Là, j'ai traité l'exemple, j'ai mis exprès les 2 cas. Parce qu'en réalité, je peux utiliser un seul cas et étudier l'exo, d'accord? J'ai exprimé les deux cas pour expliquer les étudiants qu'on a le choix, mais en réalité, pour moi, le choix le plus important, quand vous programmez ou là, vous avez beaucoup de mots-clés et on peut les représenter par identificateur. De préférence, il faut les regrouper les identificateurs pour ne pas encombrer. Essayez de toujours d'avoir un automate simple minimal pour ne pas avoir une matrice de transition complexe. Et on laisse toujours les tests à les longueurs ou les valeurs au niveau de l'algorithme et les mots-clés, si on arrive à les représenter, déjà on a la forme d'un identificateur, c'est le même que la forme d'un, dans le sens, les mots-clés sont inclus dans les identificateurs. Si on a une inclusion avec les identificateurs, de préférence, avoir un automate qui représente les identificateurs, les mots-clés ensemble, et vous laissez les tests au niveau de l'algorithme. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. Monsieur, donc c'est le bon. meilleur cas de représenter les mots-clés flottomate, c'est ça? C'est pas de représenter les mots-clés flottomates, on laisse les tests à les mots-clés, de représenter les mots-clés avec les identificateurs. Parce que le deuxième cas, vous voyez, on a représenté les mots-clés. Quand on a représenté les mots-clés, vous voyez, on a perdu l'espace mémoire, puisqu'on va rajouter des états de l'automate. Si on ajoute des états flottomates, ça représente des lignes inflammatrices. Quand on ajoute des lignes inflammatrices, on va augmenter la taille de la matrice de transition, on va gaspiller l'espace mémoire. D'accord? D'accord. De préférence, essayez toujours d'avoir, dans le sens, une matrice, un automate simple minimal, pour ne pas avoir une matrice de transition qui soit compliquée. Est-ce que c'est bon maintenant pour tout le monde? C'est bon. Oui, monsieur, il y a un étudiant qui vous demande d'aller doucement. شفته d'accord parce que
عنديش la chatte en parallèle, donc automatiquement. Est-ce que l'étudiant qui m'a demandé d'aller doucement, est-ce que vous avez des questions sur les exos? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Pour qu'on puisse... Vous n'avez pas de questions. Je vais vous envoyer à la fin de ça, je vais vous envoyer la correction à dire, d'accord? Je vais l'envoyer au délégué qui va le transmettre pour les étudiants, d'accord? Pour la revoir, même si vous revoyez la correction, si vous avez des problèmes, à chaque fois, on peut discuter. Il faut revoir les cours, les TD comme ou les cours. Hein. Et même si vous revoyez les TD comme si vous avez des remarques, il faut les mentionner. À chaque fois, quand on va commencer un cours ou un TD, on traite d'abord les remarques avant de passer au cours ou le TD. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Oui, c'est bon, chef. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Donc là, on va arrêter pour le TD. À ce niveau, on va faire l'exo 3 la prochaine fois. Je vais vous commencer un petit peu l'analyseur syntaxique puisqu'on a des rappels sur les grammaires syntaxiques maintenant. On va faire brièvement quelques définitions et par la suite, je vais vous laisser pour la semaine prochaine. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Oui, c'est bon. Oui. D'accord. Essayez de m'arrêter si je suis... Puisque je n'arrive pas à synchroniser la boîte parce que je vois que pour moi, ça m'apparaît que je n'allais pas trop vite, mais il y a des gens qui me disent que je suis en train d'aller vite l'explication. Donc là, on va commencer le chapitre 2 concernant la deuxième phase de l'analyseur d'un compilateur, qui est l'analyse syntaxique. Avant, on a étudié l'analyse lexicale. J'ai dit pour l'analyse lexicale, c'est quoi? Il va recevoir un programme source en entrée, c'est une suite de caractères. Donc l'objectif de l'analyseur lexical, c'est de regrouper les mots sous forme de mots ou lettres de phrases, qu'on les appelle les entités lexicales. D'accord? Et quand on dit il va les regrouper, il essaye de trouver les mots-clés ou les identificateurs ou les constantes ou les séparateurs. D'accord? Et j'ai dit la fois passée qu'au niveau de l'analyse lexicale, on ne peut pas détecter la position les mots. Et on peut avoir un chevauchement au niveau les positions les mots, parce que là, on ne s'intéresse pas à la syntaxe du langage. Si au niveau maintenant de l'analyseur syntaxique, puisque l'analyseur syntaxique, il va recevoir quoi? Il ne va pas recevoir une suite de caractères, mais une suite de mots, une suite d'entités lexicales. C'est lui maintenant qui va vérifier la position le mot, est-ce qu'elle est correcte ou elle est incorrecte. En vérifiant la position le mot, est-ce qu'ils sont corrects ou incorrects, pour construire par la suite des phrases ou des instructions. Et comment il va faire ça? Il va utiliser une grammaire, puisque chaque langage a une syntaxe du langage. On a la syntaxe du langage. Et pour représenter la syntaxe du langage, on va utiliser des grammaires syntaxiques. D'accord? Et quand j'utilise une grammaire syntaxique, ça veut dire l'analyseur syntaxique, il va recevoir en entrée une chaîne de mots d'entité lexicale. S'il arrive à construire un arbre syntaxique pour la chaîne en entrée, on dira que la chaîne en entrée, elle est correcte. S'il n'arrive pas à construire l'arbre syntaxique, on dira que la chaîne en entrée, elle n'est pas correcte. D'accord? Donc là, il faut faire attention. La première phase d'un compilateur, qui est la phase lexicale, elle consiste à regrouper les mots, les caractères sous forme de mots. Maintenant, l'analyse syntaxique, il va regrouper les mots sous forme de phrases ou d'instructions. Donc l'analyseur syntaxique, il va utiliser les grammaires syntaxiques pour vérifier est-ce que les entités en entrée sont correctes ou incorrectes. Ou l'analyseur lexical, on a utilisé un automate pour vérifier la correction des mots théoïnes. D'accord? Est-ce que c'est bon jusqu'à maintenant ou là? D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez maintenant la différence entre l'analyse lexicale et l'analyseur syntaxique? Est-ce que vous voyez ou là? Est-ce que vous voyez? Oui, ça va. D'accord? Parce qu'il y a des gens, puisque l'exode précédemment, on a donné la forme à la portion du programme. Elle dit que c'est la syntaxe. Et l'exode, on ne s'intéresse pas à la forme, elle dit qu'on doit avoir ADR1, ADR2, exchange. D'accord?
Là, on ne s'intéresse pas au niveau de l'analyse lexicale. L'analyse lexicale, on s'intéresse à former les identificateurs, les mots-clés, les constantes et les séparateurs. C'est au niveau de l'analyse syntaxique qu'on va vérifier est-ce que la position, les mots en entrée sont corrects ou incorrects. C'est le cas d'un if, si on a le if. Donc l'analyse syntaxique qui doit trouver d'abord le if, la condition d'un, l'instruction 1, le else, l'instruction 2. S'il va trouver un chevauchement, les positions, ça, il va vous dire qu'il y a erreur syntaxique. D'accord? Et là, on ne peut pas les détecter au niveau de l'analyseur, mais c'est au niveau de l'analyseur syntaxique. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. S'il vous plaît. D'accord. Et donc là, j'ai dit qu'on va utiliser des grammaires syntaxiques. Donc au départ, je vais définir c'est quoi une grammaire syntaxique. On va définir quelques notions, on va les utiliser par la suite. Et juste après, on va définir quelles sont les grammaires qu'on va utiliser pour vérifier est-ce que la grammaire, est-ce que les entités en entrée sont correctes ou incorrectes. Donc au départ, j'ai mis des définitions, plusieurs définitions, et on commence par la définition d'une grammaire syntaxique. C'est quoi une grammaire syntaxique? D'accord. Donc une grammaire syntaxique est une grammaire formée de règles de production permettant d'engendrer tous les programmes écrits dans un langage donné. Donc une grammaire syntaxique, elle représente un syntaxe de langage, une syntaxe du langage. D'accord. Donc là, elle représente une syntaxe de langage. Toutefois, quand je lui donne un programme écrit dans un langage, je dis la grammaire syntaxique. Si j'arrive à construire pour chaque langage en entrée un arbre syntaxique, on dira que la grammaire, elle est correcte. D'accord. Je vais vous partager avec vous une définition du grammaire syntaxique. D'accord. Donc là, on a un exemple d'une grammaire syntaxique. La grammaire syntaxique, elle est formée d'un ensemble des terminaux, d'un ensemble des non-terminaux, de S qui est l'axiome de la grammaire, et l'ensemble P, c'est l'ensemble de production. Donc, la grammaire que j'ai définie par la suite, l'ensemble des terminaux, le dièse, le plus, la multiplication, le i, la parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. L'ensemble des terminaux, c'est les éléments qui sont entre crochets inférieurs et supérieurs. Tout ça, c'est des non-terminaux. D'accord? J'ai mis programme et vous avez la suite. D'accord? Le S qui est le programme, donc c'est l'axiome de la grammaire. Le programme, c'est l'axiome de la grammaire. D'accord? Et on a l'ensemble de production. L'ensemble de production, on a programme, il vous donne expression dièse. L'expression, elle vous donne terme / expression plus terme. Le terme, il vous donne soit fact, soit terme multiplié par fact. Et à la fin, vous avez fact qui vous donne identificateur ou la parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, expression. D'accord? Donc ça, c'est une grammaire syntaxique qui représente un langage. Le langage, c'est le langage des expressions arithmétiques. D'accord? Est-ce que c'est bon pour la définition d'une grammaire syntaxique? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Donc là, on va dire... Oui. type régulière. Le type non, c'est des grammaires on n'utilise pas les grammaires régulières, c'est des grammaires normales. Quelles les grammaires régulières, mais on n'étudie pas les grammaires régulières. Parce que les grammaires régulières, on peut les utiliser même l'automate. On peut représenter des mots avec des grammaires régulières, par la suite on passe vers un automate déterminé. Puisque les grammaires régulières ou les expressions régulières, on peut les utiliser pour l'expression les mots pour par la suite passer au... C'est des grammaires normales, d'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon, c'est bon. Allô? Donc là, maintenant, on va définir chaque règle de production, chaque règle précédente, donc dans l'exemple, ça représente une règle de production. Donc là, on a, dans le sens, on a 4 règles de production. La règle de production, programme, expression, terme et fact. Et donc, pour la règle de production, on a la partie MGP et la partie MDP. Le MGP, c'est quoi? Le MCP, c'est la partie gauche de la règle de production. Le programme, c'est le MGP. D'accord? Et expression dièse, on l'appelle le MDP. D'accord? Le membre droit de production, on l'appelle le MDP, parce qu'on va les utiliser par la suite pour l'expression terme. MDP, c'est la membre droit de production. C'est le cas d'expression dièse.
où le MGP c'est le membre gauche de production, c'est programme. D'accord? Et les éléments qui sont entre inférieurs et supérieurs, on les appelle les non-terminaux. D'accord? On les appelle les non-terminaux. D'accord? C'est une remarque. Maintenant, on va passer à étudier des notions. On va commencer par la notion de dérivation. C'est quoi une notion de dérivation? Puisqu'on aura besoin par la suite. La notion de dérivation, la notion de réduction, la notion d'arbre abstrait, c'est quoi? D'accord? La notion de dérivation, c'est quoi? La notion de dérivation, c'est quoi? Quand on remplace un MGP par un MDP. Dès qu'on remplace un MGP par un MGP à chaque fois on fera à mesure jusqu'à atteindre la chaîne, on appelle une notion de dérivation. C'est le cas de l'exemple. On démarre du programme, on remplace le programme par expression et dièse. Expression, elle sera remplacée par expression plus terme. Expression, elle sera remplacée par terme. Terme, il sera remplacé par fact, il sera remplacé par i. Par la suite, le terme, il sera remplacé par terme multiplié par fact. Terme, il sera remplacé par fact, il va vous donner et fact, il va vous donner i. Parce qu'on est en train d'essayer de générer la chaîne. On part du programme, on essaie d'atteindre la chaîne par une série de dérivations. On appelle la notion de dérivation. Quand on part de l'axiome vers la chaîne, on fait des dérivations. On va voir par la suite, il y a un autre cas, c'est la notion de réduction, c'est l'inverse. On va partir de la chaîne, la notion de réduction, on part de la chaîne, on essaie d'atteindre l'axiome en faisant une série de réductions. Ça veut dire on fait l'inverse. À chaque fois, trouver le i, on va le remplacer par fact, on va le remplacer par terme, terme il sera remplacé par expression et on fait la même chose jusqu'à atteindre le programme, l'axiome. On part de la chaîne vers l'axiome, on fait une série de réductions et quand on part de l'axiome vers la chaîne, on l'appelle une notion de dérivation. Est-ce que c'est bon? Monsieur, à quel niveau on fait référence aux identificateurs, mots-clés? Je spécifie que le i, c'est un identificateur ou la mot-clé. يدخلوا في لا grammaire, c'est dans la représentation de la grammaire. Là, la grammaire, on n'a que les identificateurs, on n'a pas les mots-clés. On a les identificateurs ou les séparateurs, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et on a IDF, et on a les séparateurs étoiles et plus. Mais il y a des grammaires dont on va voir qu'il y a des grammaires dans lesquelles on va avoir les mots-clés. Hein. D'accord? Là, on n'a pas la grammaire hadith, la grammaire des expressions arithmétiques. C'est pour ça qu'on n'a que le plus, la multiplication, les identificateurs. Mais il y a des grammaires dans lesquelles on va, une grammaire, les instructions, c'est le cas des instructions. Une grammaire, on va avoir le if condition d'une instruction, else instruction 2. On va écrire la grammaire, on va avoir des mots-clés à l'intérieur, le if, le then et le else. D'accord? Mais là, j'ai pris un exemple d'une expression, c'est l'expression d'une grammaire des expressions régulières, des expressions arithmétiques. D'accord? Est-ce que c'est bon? Donc, on doit mentionner les terminaux. Oui. On doit faire quoi? On doit mentionner les terminaux. On doit avoir une grammaire pour... Oui. Répétez la question, s'il vous plaît. On les mentionne les terminaux. Je n'ai pas entendu vous. Allô? Bien sûr, les terminaux, les mots-clés, ça va rentrer les terminaux. L'ensemble des terminaux, ça veut dire... Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Bien sûr, l'ensemble des terminaux, dans l'ensemble des terminaux qu'on va avoir, ça veut dire les entités lexicales, ça rentre tous l'ensemble des terminaux. On va avoir les mots-clés, les séparateurs, les constantes et les identificateurs. Les terminaux, c'est les entités lexicales, la grammaire. Et les non-terminaux, c'est pour dériver, pour atteindre les autres états. D'accord? Et donc là, est-ce que vous avez compris la notion de dérivation et la notion de réduction? Est-ce que vous faites la différence entre la notion de dérivation et la notion de réduction, puisqu'on va les utiliser pour les grammaires syntaxiques? Est-ce que c'est bon pour la notion de dérivation? Oui. La notion de chaîne aussi. D'accord. La notion de réduction, la notion de dérivation, d'accord. J'ai dit que la notion de dérivation, l'opération consiste à remplacer en fur et à mesure, en partant de l'axiome, des non-terminaux par leur MDP. Sont appelés dérivations, d'accord. On part de l'axiome, on fait à chaque fois remplacer le MGP par son MDP. À chaque fois on remplace un MGP par son MDP jusqu'à atteindre la chaîne. On l'appelle la notion de dérivation, d'accord.
Il y a une deuxième notion, c'est l'inverse. L'opération de réduction est l'inverse de la dérivation. Elle consiste à remplacer une fois qu'on reconnaît un MDP par son MGP, jusqu'à arriver à l'axiome. C'est l'inverse. La notion de dérivation, on part de l'axiome, on essaye d'atteindre la chaîne en faisant une série de dérivations. Flux réduction, on part de la chaîne et à chaque fois, ça veut dire on va trouver un MDP, on le remplace par son MGP jusqu'à atteindre l'axiome. C'est le sens, le parcours de l'arbre. Notion de dérivation, le parcours de haut vers le bas. Notion de réduction, le parcours de bas vers le haut. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la notion de dérivation, la notion de... Monsieur, mais comment on va parcourir de bas vers le haut? On a des grammaires, on va voir tout ça. La notion de réduction, elle est compliquée par rapport à la notion de dérivation. Parce qu'on aura par la suite deux méthodes d'analyse. Il y a la méthode d'analyse descendante et la méthode d'analyse ascendante. La méthode d'analyse descendante, il va utiliser la notion de dérivation. Et les méthodes d'analyse ascendante, ils vont utiliser la notion de réduction. Mais la notion de réduction, elle est compliquée, parce que la chaîne, on ne connaît pas quel est le MDP à remplacer. On va voir qu'il y a des grammaires qui vont détecter à chaque fois les MDP pour les remplacer par les MGP jusqu'à atteindre l'axiome. D'accord? Il faut bien comprendre, là maintenant, il faut comprendre c'est quoi la notion de dérivation et la notion de réduction. Par la suite, on va avoir des grammaires qui vont vous donner les états d'étudier la notion de méthode descendante et la notion de la méthode ascendante. D'accord? Il faut faire la différence, quelle est la notion, quelle est la forme de la notion de dérivation, quelle est la définition de la notion de réduction. Est-ce que c'est bon? Oui, juste une question, monsieur. Est-ce que le nom terminal à la racine de l'arbre, il est toujours considéré comme MGP? La racine de l'arbre? La racine de l'arbre de dérivation. On a par exemple programme. Programme, c'est la racine, c'est un MGP, bien sûr. C'est lui qui va démarrer le... C'est comme l'axiome, c'est l'état initial de l'automate. L'état initial, on doit démarrer l'état initial. Là, les grammaires, on doit démarrer l'axiome. L'axiome, c'est le même principe que l'état initial de l'automate. Oui, monsieur. D'accord, merci. D'accord. Et on aura un seul état initial, là. Sinon on aura un blocage, on aura une grammaire qui n'est pas déterministe. Puisqu'on va voir par la suite qu'on va la même chose que l'automate, on va utiliser des grammaires déterministes. Sinon on aura un blocage planaire syntaxique. D'accord? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Non, pas de questions. Pas de questions. Là, c'est des notions que vous avez déjà étudiées. Je suis en train de faire des rappels sur les notions de... Donc là, on va faire étudier une autre notion, c'est la notion d'arbre abstrait. C'est quoi un arbre abstrait? Un arbre abstrait, c'est un arbre syntaxique dont la racine est l'axiome de la grammaire, de la grammaire syntaxique. Les nœuds représentent les MDP. Vous voyez donc l'exemple, c'était cet exemple qu'on a la notion de... Donc vous voyez que la racine c'est quoi? C'est l'axiome de la grammaire. Les nœuds intermédiaires, les nœuds représentent, vous voyez, les nœuds représentent les MDP. Et l'effet tout à fait en bas représente la chaîne à analyser. Vous avez I plus I multiplié par I étoile, dièse. Donc ça c'est la chaîne. Donc ça c'est la chaîne. Et vous voyez donc un arbre syntaxique il est formé de la racine qui est l'axiome. Les nœuds intermédiaires c'est les MDP. Et l'effet tout à fait en bas c'est la chaîne à analyser. D'accord? Maintenant, pour construire un arbre syntaxique, on a deux méthodes. D'accord? On peut utiliser deux méthodes. Donc, soit on utilise la méthode descendante, soit on utilise la méthode ascendante. D'accord? Donc, on peut partir à partir de la chaîne, à partir de l'axiome, en faisant une série de dérivations pour atteindre la chaîne à analyser. Et ça, c'est le cas de l'analyse, on l'appelle le cas descendant. D'accord? Il y a une deuxième méthode, à partir de la chaîne à analyser, on effectue des réductions
pour atteindre l'action en faisant une série de réductions. Donc là, c'est le cas ascendant. Donc on a deux méthodes pour construire un arbre syntaxique. Soit on prend la méthode descendante, soit la méthode ascendante. La méthode descendante, on part de l'action, on essaie d'atteindre la chaîne en faisant une série de dérivations, on l'appelle la méthode descendante. Et quand on part de la chaîne, on essaie d'atteindre l'action en faisant une série de réductions, on l'appelle la méthode ascendante. Donc il y a deux méthodes pour construire un arbre syntaxique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions? S'il vous plaît. Non, c'est bon. D'accord. Donc là, c'est bon pour tout le monde. Donc on va passer à une autre notion qui est importante pour les analyseurs syntaxiques, la notion d'ambiguïté. D'accord? Je vais définir c'est quoi la notion d'ambiguïté. Je vais vous partager avec vous un exemple d'une grammaire ambiguë. D'accord? Comment on va détecter une grammaire qui est ambiguë. D'accord? Donc on dit qu'une grammaire est ambiguë. On dira qu'une grammaire elle est ambiguë s'il existe au moins deux arbres de dérivation correspondant à une même chaîne. Si on trouve pour une même chaîne deux arbres de dérivation, la grammaire elle est ambiguë. On prend une chaîne au départ et si on arrive à construire deux arbres syntaxiques pour la même chaîne, la grammaire elle est ambiguë. C'est le cas de l'exemple là. Vous voyez, j'ai pris une grammaire des expressions arithmétiques, E donc E plus E multiplié par E et I. Et j'ai pris la chaîne E multipliée par I plus 1, plus I, la chaîne à analyser. J'ai construit pour la même chaîne deux arbres de dérivation. Donc j'ai arrivé à construire pour la même chaîne deux arbres de dérivation, donc deux arbres de dérivation pour la chaîne, donc la grammaire elle est ambiguë. D'accord? Si elle est ambiguë, on ne peut pas faire une étude d'analyse syntaxique déterminée, parce qu'on aura un blocage. Pourquoi? Parce qu'on arrive à déconstruire deux arbres de dérivation pour la même chaîne. Donc l'analyse syntaxique, quand il va démarrer, à un certain moment, il va se bloquer, puisqu'il aura deux chemins, au moins deux chemins pour construire un arbre syntaxique pour la même chaîne. Et donc on aura un blocage. Et dans notre cas, par la suite, il faut étudier toujours que le grammaire qu'on va utiliser ne doit pas être ambigu. On va utiliser seulement que le grammaire qui ne sont pas ambigus. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, merci. Vous voyez que c'est quoi une grammaire ambiguë? Et j'ai mis une remarque sur le cours que dans notre cas, nous nous intéressons que aux grammaires non ambiguës. D'accord? Parce qu'une grammaire ambiguë, ça cause un programme, parce qu'il ne faut pas oublier que l'analyse syntaxique, c'est un programme, il va se dérouler automatiquement. S'il va construire si à un certain moment, il va trouver qu'il y a deux chemins pour une même chaîne, il va se bloquer. D'accord? Et donc, ça veut dire que si on a une grammaire ambiguë, et on va avoir un blocage pour l'analyseur syntaxique. Dans notre cas, il ne faut pas utiliser les grammaires ambiguës, on doit les éliminer. Donc au départ, dès qu'on a une grammaire, on va vérifier est-ce que la grammaire elle est ambiguë. Si elle est ambiguë, on va voir par la suite qu'on peut la transformer vers une grammaire non ambiguë. D'accord? Maintenant, si c'est bon, on va définir sur le cours qu'on va étudier deux analyseurs, l'analyse ascendante et l'analyse descendante. J'ai dit qu'il existe deux types de méthodes d'analyse syntaxique. Il y a les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. Les méthodes descendantes, j'ai déjà expliqué, qui consistent à partir de l'action à dériver jusqu'à atteindre la chaîne à analyser, en commençant par le nom terminal le plus à gauche, et l'analyse se fait généralement de gauche à droite. D'accord? Quand on construit un arbre syntaxique, on commence toujours de l'arbre syntaxique de gauche vers la droite. On commence par les noms terminaux qui se trouvent la partie gauche et on passe par les noms terminaux qui se trouvent la partie droite jusqu'à arriver à la chaîne. Ça, c'est la méthode descendante. On part de la chaîne, on part de l'action, on essaie d'atteindre la chaîne en faisant des dérivations et les dérivations se font de gauche vers la droite et de haut vers le bas. D'accord? Ça, on l'appelle la méthode descendante. Il y a une deuxième méthode, c'est la méthode ascendante. Contrairement à la méthode précédemment, elle consiste à faire des réductions jusqu'à aboutir à l'action. On va partir de la chaîne, on essaie d'atteindre l'action en faisant une série de réductions. D'accord? Donc, les mêmes choses, la réduction se font de gauche vers la droite. Là, le principe de la méthode ascendante, elle est compliquée un petit peu, on va voir là par la suite. Parce que là, on a la chaîne, à chaque fois, vous trouvez le MDP qu'on va le réduire pour atteindre l'action. D'accord? Et pour détecter quel est le MDP à réduire pour la chaîne, il n'est pas facile. On va voir par la suite comment le détecter en utilisant des grammaires syntaxiques qui vérifient certaines conditions. D'accord? Est-ce que c'est bon? Vous voyez que la réalité, il y a deux méthodes, les méthodes ascendantes et les méthodes descendantes.
Est-ce que vous différenciez entre les méthodes ascendantes et les méthodes descendantes? Est-ce que c'est bon? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour l'explication de les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes? Donc là, c'est pour les méthodes ascendantes et les méthodes... D'accord. Maintenant, il y a une autre notion, c'est la notion de récursivité. On va étudier c'est quoi la récursivité gauche directe et indirecte. Parce qu'on va voir par la suite la notion de récursivité gauche, directe et indirecte, et elle va causer des problèmes au niveau de l'analyseur syntaxique déterministe. D'accord? Donc, on va définir au départ c'est quoi une récursivité à gauche directe. Donc, on a une grammaire dite récursive à gauche directe, de façon directe, s'il existe. Elle s'écrit de la façon suivante. Si on trouve dans la grammaire une production de cette forme, grand A, donc grand A alpha slash B, ça veut dire que grand A, je vais trouver le MDP au départ le même A. Si on trouve le même A le départ, la grammaire elle est récursive gauche directe. D'accord? Grand A donne directement grand A, ou la grand B donne directement grand B. On dira que la grammaire elle est récursive gauche directe. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour la récursivité gauche directe? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? J'entends mal, s'il vous plaît. C'est bon, oui. C'est bon. Oui, Mais il y a une deuxième définition. C'est bon. Il y a une deuxième définition, c'est une grammaire récursive gauche indirectement. Indirectement, ça veut dire quoi? Grand A, il donne grand B et la suite, et vous voyez que grand B donne grand A. Donc, on a une récursivité gauche indirecte. C'est pas direct, mais elle est indirecte, mais on a une récursivité gauche. Et les deux récursivités gauche directe ou la directe, ils vont causer problème au niveau des analyseurs descendants déterministes. On va voir par la suite comment ils vont causer le problème. Et on essaie à chaque fois quand on a une grammaire dans lequel on a des productions qui sont récursives gauche directe ou indirecte, il faut les transformer vers une grammaire dans laquelle il n'y a pas de récursivité gauche, ni directe, ni indirecte. Il y a une deuxième une récursivité, c'est la récursivité à droite. Mais dans notre cas, ça ne gêne pas. La récursivité à droite, les analyseurs syntaxiques, elle ne gêne pas. C'est le cas de la remarque que je mets en bas. A donne alpha grand A. Vous voyez que le grand A, il est la partie droite, il n'est pas la partie gauche. Ça, on l'appelle une récursivité droite. Donc, la réalité, ça existe, les récursivités droite, mais dans notre cas, les analyseurs descendantes, et ça cause pas de problème. Donc, si vous avez une récursivité de droite, on n'a aucun problème. Le problème qui se pose, c'est avec les récursivités à gauche. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Maintenant, je vais vous montrer comment éliminer une récursivité à gauche directe et indirecte dans une grammaire. Je vais vous partager avec vous l'explication de la transformation d'une grammaire récursive gauche vers une grammaire non récursive gauche. Donc, j'ai dit que les grammaires récursives gauche directe ou indirecte, ça cause problème. C'est le cas quand on a dans un analyseur syntaxique A dans grand A alpha. Vous voyez que le A dans grand A alpha, ça risque dans l'analyseur de dériver à chaque fois A grand A avec grand A alpha. Et on risque d'avoir une boucle infinie. D'accord? Vous voyez A dérivé par A alpha, A dérivé par A alpha. Et l'analyseur syntaxique qui dérive A par A alpha, il risque d'être bloqué indéfiniment. D'accord? Et donc, ça cause problème. Donc, les grammaires récursives, donc les grammaires dans lesquelles vous avez une grammaire récursive gauche directe ou indirecte, ça cause des problèmes dans le cas des méthodes descendantes. Seulement les méthodes descendantes sont descendantes déterminées. Comment on va faire pour transformer ça? Donc, on va faire quoi? Si on a une production de la forme A donne A alpha 1, A alpha 2, A alpha 1, et vous avez bêta 1 jusqu'à bêta 1. D'accord? Vous voyez que A donne A alpha 1, A alpha 2, A alpha 1. Donc, on a plusieurs membres de droite de production qui commencent par le grand A. Donc, on a une récursivité gauche directe. Et on a bêta 1 et bêta 1
c'est n'importe quoi, c'est une chaîne de caractères, ça peut être des terminaux et des non-terminaux. Et tel que le bêta 1 jusqu'à bêta 1, on n'a pas un grand A au départ, on n'a pas un grand A. Si on a un grand A, il va rentrer dans les éléments l'autre. Ça veut dire ça rentre dans le cadre de la récursivité gauche. Donc les bêta I, c'est des éléments qui n'ont pas un grand A au départ, et les alpha I, c'est des éléments qui suivent l'élément de la récursivité gauche. D'accord? Comment on va transformer grand A? Il va vous donner les bêta 1 jusqu'à bêta 1, et chaque bêta 1 jusqu'à bêta 1, ça sera suivi par un non-terminal nouveau créé, c'est alpha A', et le A', il va vous donner tous les alpha I, et chaque alpha I suivi de A'. Et là, ça devient une grammaire non récursive gauche, et on n'a pas changé la sémantique de la grammaire. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? ما فهمتش الترانسفورماسيون هذه. Transformation, d'accord. Est-ce que vous avez compris que A, on a une récursivité à gauche directe dans plusieurs niveaux, dans plusieurs MDP, les MDP 1 jusqu'à N, A1, A alpha 1, A alpha 2, A alpha N, d'accord? Et on a les bêta. D'accord. J'ai dit que les bêta, donc les bêta 1 jusqu'à bêta 1, bêta 1, bêta 2, bêta 3 jusqu'à bêta 1, ils n'ont pas un non-terminal grand A au départ. D'accord? Sinon, si on fait la transformation, les bêta contiennent grand A au départ, on n'a pas éliminé la récursivité gauche, on reste toujours sur la récursivité gauche. C'est pour ça que j'ai mis les bêta I, c'est des éléments, c'est une chaîne de caractères, ça peut être un mélange de caractères, et des terminaux et des non-terminaux. Et tel que les bêta I, ils n'ont pas un non-terminal de la récursivité au départ. Sauf les hédocloulaniens A suivi de alpha 1, A suivi de alpha 2, A suivi de alpha 1. Là, on a la récursivité qui est sur plusieurs niveaux. Les alpha I, j'ai dit que les alpha I, c'est les éléments qui suivent le non-terminal de la récursivité. Vous voyez grand A suivi de alpha 1, grand A suivi de alpha 2, grand A suivi de alpha 1. Et les bêta I, c'est les éléments indépendants de la récursivité. Ça veut dire que les bêta I, ils n'ont pas un grand A au départ. Comment on transforme? Grand A à la récursivité, il va vous donner les bêta 1 jusqu'à bêta 1. Et chaque bêta 1, bêta I, il est suivi de A' non-terminal créé. On va créer un nouveau non-terminal grand A'. Bêta 1 A', bêta 1 A'. Et le A' maintenant, il va faire quoi? Il va vous donner les éléments qui suivent le non-terminal de la récursivité. C'est les alpha I, alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha 1. On va alpha 1 suivi de A', le nouveau terminal créé, alpha 2 A' et alpha 1 A'. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. D'accord. On va prendre un exemple tout à fait en bas et vous allez comprendre. D'accord. J'ai pris un exemple dans lequel vous avez S dans A, S, B, grand A, C. Et vous avez grand A dans grand A, petit a et petit c. Vous avez une récursivité gauche directe dans grand A. J'ai souligné le grand A parce qu'on a une récursivité A dans grand A au départ. Quel est le alpha I d'après la transformation, les bêta? Le alpha, c'est dans notre cas, c'est petit a. Et le bêta, c'est petit c. Vous voyez petit c, mais précédé de grand A. Donc, j'ai dit que le bêta I ne contient pas grand A au départ. Donc, le bêta, c'est C, et le alpha, c'est A. Comment on transforme? Grand A, il va vous donner C, c'est bêta suivi de A'. Ça veut dire C et C suivi de A'. Le A' créé, il va vous donner le alpha dans notre cas, c'est petit a, et A suivi de A'. Est-ce que c'est bon? Vous voyez d'après l'exemple précédent, d'après la transformation. Oui. Oui. Est-ce que c'est bon? C'est bon. C'est simple, il suffit de mettre l'objectif, les grammaires récursifs, il faut mettre quels sont les alpha I et quels sont les bêta I. J'ai dit que les bêta I, c'est les éléments qui n'ont pas de non-terminal de récursivité au départ, et les alpha I, c'est les éléments qui suivent le non-terminal de la récursivité. Si on arrive à détecter les alpha I et les bêta I, on applique bêtement le principe de départ qu'on a vu. D'accord? À la transformation. Ça, c'est pour la récursivité gauche directe. Maintenant, il y a un cas de récursivité gauche indirecte. Comment on va détecter la récursivité gauche indirecte dans une grammaire? Pour cela, on va utiliser une notion que j'ai mis. Si A donne grand B alpha, alors on dira que A il est inférieur à B. Avec ça, c'est avec ça qu'on va trouver la récursivité gauche. Ça veut dire comment on va la trouver la récursivité gauche?
On ordonne les non-terminaux. On ordonne les non-terminaux, départ l'axiome. On ordonne les non-terminaux, l'axiome jusqu'à atteindre le dernier MDP, le dernier règle de production de la grammaire. Si on démarre d'un non-terminal, vous voyez le cas, on a démarré de A, il est inférieur à A1, il est inférieur jusqu'à AN, vous voyez, on a démarré de A, on est revenu vers A. Donc on a une boucle. Si on arrive en ordonnant les non-terminaux en utilisant la notion précédente, on démarre d'un état, on revient vers le même état, on dira qu'il y a une récursivité gauche indirecte dans notre cas, grand A. En utilisant la notion précédente, si A, c'est A dans grand B alpha, alors A, il est inférieur à B. D'accord? Comment maintenant éliminer la récursivité gauche indirecte dans le cas d'une grammaire indirecte? Il faut passer d'abord d'une grammaire indirecte vers une grammaire indirecte et par la suite, on va appliquer les mêmes règles qu'on avait précédemment. Comment on va faire? Il suffit de faire la substitution de AN dans AN-1, AN-1 dans AN-2 jusqu'à arriver à faire la substitution de A1 dans N. Et quand on va substituer AN dans A, on va trouver la récursivité gauche directe dans A. Et par la suite, on va appliquer les règles précédentes qu'on a vues pour l'élimination de la récursivité gauche directe dans A. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Je vais vous donner un exemple et on va se terminer avec ça, d'accord? Je vais vous donner un exemple de cas d'une grammaire, comment trouver une grammaire récursive gauche indirecte et comment la transformer. Et on laisse pour la semaine prochaine, on va faire. D'accord? Donc là, j'ai pris un exemple, S donne grand A petit c place B, A donne grand B petit d slash A, grand B donne grand A c slash D. D'accord? Là, vous voyez, si on utilise la règle précédente, vous voyez que S donne grand A, ça veut dire que S, il est inférieur à A. Par la suite, là, A, il est inférieur à B, il n'est pas inférieur à S. Donc, vous voyez, grand A, il est inférieur à B et grand B inférieur à A. Vous remarquez qu'on a démarré de A, on est revenu vers A. Donc, ça veut dire quoi? On a une récursivité gauche indirecte dans A. C'est bon, vous voyez. Mais on n'a pas une récursivité gauche indirecte dans S puisqu'on n'a pas revenu vers S. S inférieur à A inférieur à B, mais B ne vous donne pas le B inférieur à S. Donc, on a une récursivité gauche indirecte dans A. Est-ce que c'est bon pour la récursivité gauche indirecte dans A? Oui. D'accord. Donc maintenant, on va transformer la récursivité gauche indirecte vers une récursivité gauche directe dans A. Comment on va faire? On va faire la substitution de B dans A. On va substituer l'élément B par ses MDP. D'accord? Substituer le B par grand A petit c, il va vous donner grand A petit c, D. Et on va substituer B par D, il va vous donner D suivi de D, il va vous donner DD et on aura petit A. Donc là, on a fait une substitution de grand A dans B. Et vous remarquez que la récursivité, elle est gauche indirecte dans B, elle est devenue maintenant directe. A dans grand A direct, A dans grand A petit c, D. D'accord? Vous voyez? Est-ce que vous voyez ça? Donc on a une récursivité directe dans A maintenant. Monsieur. Oui, je répète quoi? Je répète quoi? De B dans 1. Substitution. Je répète. De B dans A. Je substitue le B dans A. Je substitue le B. Le MDP B, c'est quoi? Grand A, grand C. Je le substitue dans grand B. Fais le A. Quand je le substitue dans grand B, on aura grand A, C, suivi de D. D'accord? Le premier MDP. Quand je substitue le deuxième MDP, je substitue le D dans grand A au niveau de B. Et on aura D suivi de D. Et vous aurez petit A. Il ne change pas. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Moselle, est-ce que c'est bon? Moselle? Est-ce que c'est bon? J'attends votre réponse, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. C'est bon. Maintenant, vous voyez maintenant la récursivité, elle était indirecte le premier exemple. Elle est devenue maintenant directe A. Vous voyez grand A dans grand A petit c, D, slash DD, slash A. D'accord? Maintenant, pour la transformer vers une grammaire non récursive, il faut mettre en relief les bêta I et les alpha I. Quel est le alpha تاعنا لهنا?
c'est CD qui est suivi par grand A, qui est précédé par grand A. Les bêta I, c'est les éléments qui n'ont pas grand A au départ. Vous avez deux bêta, bêta 1, bêta 2. Vous avez DD et petit a. Comment on va transformer? J'ai dit que la transformation, on avait précédemment. Le S, il reste identique puisqu'il n'y a pas de changement. Le grand A, il va vous donner bêta 1, bêta 2. Bêta 1, c'est DD slash A et DD suivi de non terminal grillé, c'est A'. Et petit a suivi de A', le non terminal crié. Maintenant, le non terminal crié va vous donner le alpha. Le alpha, c'est dans notre cas CD, et CD suivi de A'. Et le bêta et le B grand B, ils restent identiques. Est-ce que vous voyez maintenant la transformation? Est-ce que c'est bon pour la transformation? Est-ce que c'est bon pour la transformation? Monsieur. Oui. Monsieur, كنديروهم العكس البي نديرو الأ. ما يجيش. تجيب صح ورياليتي حنا بدينا من الفوق باسكو تقدر تجيب صح ورياليتي حنا بدينا من الفوق لي نونسيون دو ديريفاسيون لي زاكسيون ils ont un ordre في la grammaire. S donne grand A, c'est grand A qui vous donne B. On ne peut pas faire l'inverse, frère, d'accord? C'est grand A qui vous donne le B, le sens de parcours. L'axiome, puisqu'on démarre de l'axiome qui vous donne grand A. C'est grand A qui donne le grand B, d'accord? C'est pour ça qu'on ordonne l'axiome, on dit d'accord? Il y a normalement même qui dit et qui dit l'inverse, elle va vous donner une récursivité gauche dans B, mais en réalité, on a dans le sens changé la sémantique de la grammaire, d'accord? Parce qu'il dit, c'est normal, le B, elle est récursive gauche. Et en réalité, ça change, il faut que suivre l'ordre, puisque même quand on va parcourir la grammaire, on parcourt de l'axiome et on suit en fonction de règles de dérivation. Les règles de dérivation qui vont vous donner les noms terminales suivants. Le S dans le grand A et le grand A dans le grand B. D'accord? C'est pour ça, en réalité, vous voyez, quand on a fait la substitution de B dans le grand A, le B, il devient improductif. Hein? On peut l'éliminer par la suite. Il devient, on ne peut pas l'accéder. On ne peut pas accéder le grand B à partir ni de S ni de grand A. D'accord, vous voyez? Oui, oui, monsieur. Même on peut l'éliminer la grammaire pour ne pas encombrer la grammaire, parce qu'il devient improductif maintenant, parce qu'il ne sert à rien par la suite. D'accord? Mais il ne faut pas changer l'ordre d'ordonnancement, il faut ordonner l'axiome du haut vers le bas. Ce n'est pas du bas vers le haut. Il ne faut pas changer l'ordre d'ordonnancement des données en utilisant la définition précédente. C'est grand A dans le grand B, A il est inférieur à grand B. Est-ce que vous avez des questions pour les grammaires récursives gauche, direct et indirect? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que c'est bon pour les grammaires récursives gauche? Monsieur, pour l'élimination du RGD dans 1, juste de la mention, c'est bon. RGD dans A. Donc, au départ, on a dit la grammaire G', puisque G seconde, la grammaire grand A dans grand A, petit c, petit d, slash dd, slash A. D'accord? Quand on dire la transformation, il faut mettre en relief les alpha I et les bêta I. Les alpha I, c'est les éléments qui suivent le nom terminal de la récursivité, dans notre cas grand A. Et les bêta I, c'est les éléments qui n'ont pas le nom terminal de départ, les bêta I. Quels sont les bêta I là? Est-ce que DD contient grand A au départ? Et est-ce que A contient au départ grand A? On n'a pas grand A au départ. Donc ça, on les appelle les bêta, on les appelle les bêta I. Le alpha, c'est l'élément qui a un grand A de la récursivité au départ. C'est dans notre cas, on a un grand A CD. CD, ça veut dire c'est alpha. C'est alpha dans notre cas. C'est l'élément qui suit le nom. Comment on transforme? On a vu la règle précédente. Le nom terminal de la récursivité dans notre cas A, il va vous donner d'abord les bêta. Il faut d'abord énumérer les bêta. Bêta 1, bêta 2. Bêta 1, c'est quoi? C'est DD. Bêta 2, c'est A. Et maintenant, chaque bêta est suivi de A' créé. Donc DD A'. Et A'. Maintenant, le A', le nouveau terminal A' créé, il va vous donner les alpha I. Les alpha I dans notre cas, c'est quoi? C'est D. C'est CD. CD et chaque alpha I suivi de A'. Donc, on aura CD et CD A'. Est-ce que c'est bon?
Oui, c'est bon, merci. Et le S et le B, ils ne changent pas. Les éléments qu'on n'a pas transformés, ça ne change pas. Les noms terminants dans la grammaire dans lequel on n'a pas touché, il ne faut pas les changer. Il faut les mettre identiquement. D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? D'accord, merci. Est-ce que pour les autres, vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bon pour le cours d'aujourd'hui? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Est-ce que ça a été bien? Quels sont les... Oui. Pourquoi on supprime la récursivité à gauche et pas la récursivité à droite? La récursivité à droite, ça ne gêne pas. Parce que quand on fait une analyse descendante, on parcourt de gauche vers la droite, on teste l'élément le plus à gauche. D'accord? L'élément, la récursivité à droite, il est à droite. Alpha, grand A. Alpha, grand A. On a d'abord le alpha pour passer le grand A. Alors, la récursivité à gauche, on a grand A, alpha. On a grand A dans grand A. À chaque fois, quand on va dériver, puisqu'on dérive de gauche vers la droite, on dérive d'abord par grand A, alpha. Ou qui on vérifie, on sait toujours grand A au départ, on va la dériver par grand A, alpha. Grand A, alpha, on risque de boucler indéfiniment à dériver grand A par grand A, alpha. J'ai mis l'exemple précédent, un arbre de dérivation, et on risque de boucler indéfiniment à dériver grand A par grand A, alpha. Le MGP, ça commence toujours par le MDPTA au grand A alpha. A dans grand A alpha. D'accord? Est-ce que c'est bon? C'est bon, merci. Est-ce que c'est sûr, sûr? Sinon, on de l'exemple. Oui. Est-ce que femme sûr? D'accord? Parce qu'on fait une analyse descendante de gauche vers la droite. On utilise les éléments les plus à gauche. Et donc, quand on a un MGP qui est grand A et son MDP grand A alpha, on va dériver toujours grand A par grand A alpha, grand A alpha, grand A alpha. Et on risque à boucler à définir le grand A par lui-même, grand A alpha, grand A alpha. Et donc, ça risque de bloquer l'analyseur syntaxique. Mais si maintenant il a une récursivité à droite, grand A donne alpha, grand A, on a le alpha au départ. Donc, on utilise par la suite, on passe le A. On ne dérive pas indéfiniment le grand A. Donc on n'a pas de problème. Donc, oui. Donc, de toute façon, on commence toujours par la gauche. On dérive quand on arrive au gauche, ensuite on avance. Quand on avance pour la chaîne, on avance de gauche vers la droite. On n'avance pas de droite vers la gauche. Dans une chaîne, on commence à avancer de gauche vers la droite. Et la même chose pour la grammaire syntaxique. On parcourt la grammaire syntaxique pour la dérivation ou la fluidiction de gauche vers la droite. Donc, si on a une grammaire récursive, donc automatiquement, quand on dérive A, on va le dériver par grand A alpha. Donc, quand on va revenir sur la dérivation, on dérive, puisque le A, où il dit la gauche, on dérive, on dérive vers grand A. D'accord, vous voyez? Vous voyez, est-ce que vous voyez? Ouais. Mais pour quand on a une récursivité à droite, vous avez grand A dans alpha, grand A. On a le alpha d'abord. D'abord, on vérifie l'alpha, par la suite, pour arriver grand A. Grand A qui nous de l'haqon, c'est pour une récursivité à droite. Il n'y a pas de problème et on avance. D'accord? Donc, pour les méthodes descendantes, le problème de la récursivité à droite, ça cause aucun problème. On a un problème au niveau des grammaires récursives gauche. Et les grammaires récursives gauche, on n'aura pas de problème au niveau, on va voir plus tard les méthodes ascendantes, même si on a des grammaires récursives gauche ou la droite, on n'aura pas de problème. D'accord? On aura les problèmes que dans les grammaires récursives, dans les méthodes descendantes déterministes. Descendantes, mais chez ascendantes. Hein? D'accord? Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il vous plaît, j'attends toujours. Monsieur, s'il vous plaît. J'attends toujours. Oui. Oui. S'il vous plaît, mademoiselle. Inférieur à B. Répétez la question TAC. Je n'ai pas entendu, s'il vous plaît. Je peux savoir la question TAC. Répétez la question, s'il vous plaît. Répétez la question, s'il vous plaît.
Monsieur, ما فهمتش A inférieur à B et B inférieur à A. La récursivité gauche indirecte. Est-ce que j'ai partagé le slide avant de passer l'exemple. J'ai dit que pour détecter les récursivités gauche indirectes, il faut ordonner les non-terminaux. Comment on ordonne les non-terminaux? En utilisant la règle que j'ai donnée. Si A donne grand B alpha, alors on aura A inférieur à B. Si A donne grand B في MDP, le B لازم يكون au départ في MDP. Ça veut dire que grand A il est inférieur à B. Vous voyez ça? C'est bon? Oui, c'est bon. Et donc, avec ça, on ordonne les non-terminaux. C'est le cas de l'exemple que j'ai donné le tête. J'ai donné A inférieur à A1, inférieur à A2, inférieur à AN, AN inférieur à A. Ça veut dire on ordonne les non-terminaux. Le cas de démarrer A, vous voyez, j'ai mis un cycle. Je démarre de A, j'arrive à A et je reviens vers A. Ça veut dire on a un cycle. Si on a un cycle, on dira que la grammaire contient une récursivité gauche indirecte. D'accord? Donc, on revient vers l'exemple maintenant. On va voir l'exemple en utilisant le principe. D'accord? Je vais que partager l'exemple. OK, donc là. Donc, vous voyez là, l'exemple. Vous avez quoi au départ? S donne grand A, C. Ça veut dire quoi là? D'après la règle précédente, que S il est inférieur à A. D'accord? A donne grand B petit d. Ça veut dire quoi? Que grand T il est inférieur à grand A, il est inférieur à grand B. Grand B donne grand A. Ça veut dire quoi? D'après la règle précédente. Grand B, il est inférieur à A. Ça veut dire quoi? A, on est revenu vers A. D'accord? On a démarré de A, on est revenu vers A. Donc si on démarre de A, on revient vers A, on a un cycle, et ça veut dire quoi? On a une récursivité gauche indirecte dans A. Et comment on va éliminer la récursivité gauche? On substitue dans le sens inverse. On vers grand A. Là, on substitue seulement grand B dans A. On a fait la substitution de grand B dans A. Et par la suite, on a trouvé G', la récursivité gauche qui est directe dans grand A. Grand A dans grand A, petit c, D, petit d, cela. Et j'ai dit que pour éliminer la récursivité gauche directe, maintenant il est devenu direct dans A, il faut mettre en relief les bêta I et les alpha I. Les alpha I, c'est les éléments qui suivent le nom terminant de la récursivité. Vous voyez grand A suivi de CD, donc c'est le alpha. Et les bêta I, ils n'ont pas de grand A au départ. Bêta 1, bêta 2. Comment on élimine? Grand A, il vous donne alpha 1, alpha 2, bêta 1, bêta 2, DD/A, DD A' le nom terminal créé, et bêta' qui est A suivi de A'. Et le nouveau nom terminal A', il va vous donner les alpha. Les alpha dans notre cas, A', il va vous donner CD, et CD suivi du nom terminal créé A'. Et elle devient maintenant une grammaire non récursive gauche. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon, monsieur, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez des remarques sur le cours? Est-ce qu'il y a des remarques sur... Oui. Monsieur, c'est quoi la différence entre ascendante et descendante? Ascendante, descendante, on part de l'axiome, on essaie d'atteindre la chaîne, puisque j'ai fait deux définitions. Je pars de l'axiome, on essaie de construire un arbre de dérivation pour atteindre la chaîne. On part de l'axiome, on atteint la chaîne en faisant une série de dérivations. L'axiome, la chaîne. La méthode ascendante, c'est l'inverse. On part de la chaîne, on essaye d'atteindre l'axiome en faisant une série de réductions. On fait un parcours inverse, l'arbre abstrait, l'arbre syntaxique. La chaîne, j'essaye de construire l'arbre syntaxique dans le sens inverse. La chaîne vers l'axiome. Les méthodes descendantes, l'axiome, on essaie d'atteindre la chaîne en construisant l'arbre syntaxique en faisant une série de dérivations. Ou la méthode ascendante en faisant une série de réductions. Est-ce que c'est bon? D'accord, merci. Et donc, on a deux méthodes. On va étudier les deux méthodes, les analyses syntaxiques, les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. Les méthodes descendantes, on part de l'axiome, on atteint la chaîne en faisant une série de dérivations. La méthode ascendante, on part de la chaîne, on essaie d'atteindre l'axiome en faisant une série de réductions. C'est l'inverse de dérivation. D'accord? Maintenant, on va étudier les deux méthodes. On commence d'abord par les méthodes descendantes et par la suite, on passe aux méthodes ascendantes. Est-ce que jusqu'à maintenant, ça va le cours? Est-ce qu'il y a des remarques le cours? Puisqu'on est en train de travailler en ligne, essayez de faire des remarques pour améliorer à chaque fois. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que ça va pour le rythme de le cours?
Est-ce que ça va pour le rythme de le cours, s'il vous plaît? Est-ce que j'attends toujours votre réponse, s'il vous plaît? Est-ce que ça va pour le cours? Oui, ça va, monsieur. Oui, ça va. Est-ce que vous avez des remarques pour améliorer le cours تاعنا? Est-ce que vous avez des problèmes ou là? Est-ce que ça va plus? Est-ce que je vais vite ou là ça va? شوية vite. Essayez de m'arrêter avec انا كي ماشي بصح مادموزيل انا كي نكون نكسبليكي ما نقدرش نحس فهمتي جو انا بور موا كي نسقسيك نحس روحي راني نفهم. كي نسقسيك ما داكور انتيا شوفي Mademoiselle, mais aucun problème. S'il vous plaît, on est là pour étudier. Mais لازمش n'avancer. Même si j'avance, vous m'arrêtez, parce que je ne peux pas communiquer avec vous, parce que je ne vous vois pas. Donc, automatiquement, s'il y a quelqu'un qui voit que je suis en train d'aller vite ou là, il m'arrête. S'il vous plaît, monsieur, ma femme, parce que je rapidement. Parce qu'à l'époque, on expliquer online, ce n'est pas la même chose que d'expliquer le cours au niveau de la classe. Où là, on explique, en même temps, on fait des trucs au tableau. Non, j'ai rien. Je suis en train de faire le maximum pour vous donner à chaque fois des exemples, des remarques, et je partage avec vous. Mais à chaque fois, quand vous avez des questions, vous n'avez pas compris une chose ou là, il y a quelqu'un quand il me pose. J'aime quand les gens me posent des questions. J'aime pas quand je dis, est-ce que vous avez compris? Je préfère qu'il y a quelqu'un qui me pose une question. Même quand il me pose une question, il y a les autres qui vont s'intéresser avec vous. Chaque fois, je l'explique une deuxième fois ou là, j'avance et en même temps, on améliore le cours. Mais quand je dis, est-ce que vous avez compris ou là, je risque de dire que je suis en train d'avancer et par la suite, on risque de revenir vers l'arrière. De préférence, on avance doucement parce qu'on a le temps. On avance doucement et on est en train de faire des séries d'exos. Les exos, on corrige avec les erreurs qu'on a, même au niveau des séries des exos, là on fait des TT, puisque c'est moi qui m'occupe des trois groupes et en même temps, le cours. Si vous avez des problèmes fait le cours, là, revoyez les cours. Comme la prochaine fois, quand le monsieur, la fois passée, on a fait telle remarque, la récursivité gauche ou la factorisation, ou n'importe quoi, j'ai pas compris la notion. On expliquer ou on la suite. Il ne faut pas laisser les choses passer. D'ailleurs, par la suite, on arrive à la fin. Il y a peut-être les gens, ils ne vont pas comprendre la 30% ou jusqu'à 10%, c'est intolérable. Normalement, 5%, 2%, c'est bon. Mais de ne pas comprendre tel 10%, c'est intolérable. Donc, le seuil, c'est pas ça, d'accord? Essayez de m'arrêter à chaque fois quand j'avance rapidement. Vous me dites que vous avancez rapidement. On se bloque et on va faire des tests ou des exemples. D'accord? Est-ce que jusqu'à maintenant c'est bon? Essayez de revoir le cours comme l'analyse lexicale et la partie qu'on a étudiée jusqu'à maintenant, la partie syntaxique. Vous avez le week-end derrière, puisqu'on va démarrer la semaine prochaine. Même les exos qu'on a fait, l'exo 1 et l'exo 2, je vais à la fin vous envoyer la correction qu'on a fait pour l'exo 1 et l'exo 2, pour le revoyer. Si vous avez des questions, il faut les poser pour la prochaine fois. Parce que la prochaine fois, on va se voir mardi, on aura mardi et mercredi, la semaine prochaine. Le mardi, c'est les mêmes heures au niveau de à 13h et 14h. Et mercredi, on a, je crois, le cours à 9h40. D'accord? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez d'autres remarques, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Est-ce que vous avez d'autres remarques, s'il vous plaît? J'attends toujours. Est-ce que vous m'entendez? Monsieur, est-ce qu'il y a moyen de nous envoyer les cours en PDF, monsieur en DocX? PDF, il faut. أنا déjà على بالك le cours تاعنا هذا on l'a écrit en latex. Latex ما كملناش. Latex il est compliqué un petit peu. Je suis en train de retaper ça en utilisant le Word. Je sais pas, est-ce que je peux passer le Word vers le PDF et on n'aura pas de changement, de chevauchement la forme. Faire ça. Normalement, vous pouvez faire ça sans problème. Je vais essayer à la belle, il y a eu ça comme mouchkel quand j'envoie, il y a des problèmes les schémas. D'accord, il y a des problèmes. La mise en page, peut-être l'autriche.
ما تخرجلكش ياك ça dépend de la version que vous utilisez. ما تخرجلك même de temps en temps quand ils m'envoient des enseignants ou là des fichiers comme ça, chaque fois j'ai des problèmes. Il y a un chevauchement. J'ai essayé de voir, je vais essayer de voir si j'arrive à translater les cours de Word vers les PDF. Si j'arrive à faire ça, je vais vous les transmettre même le chapitre 0 ou le chapitre. D'accord? Est-ce que c'est bon? D'accord, monsieur, merci. Et je vais vous envoyer, juste après, je vais vous envoyer la correction de l'exo 1 et l'exo 2. D'accord? Et on se voit la semaine prochaine. Bon courage et bonnes vacances et bonne année. Bonne année pour l'année, la mauvaise année. Bonne année, la mauvaise année. D'accord? Bonne année pour l'année 2020. Et on se voit pour l'année 2021. Et bonnes vacances, les vacances de 4 jours. D'accord? Donc on se voit la semaine prochaine. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Inch'Allah. Monsieur, vous enverrez aussi les photos du cours. Les exemples تاع le cours. S'il vous plaît, oui. ماشي مشكل نبعثهم لكم انا صافي جان با باسكو انا جي في اون بليس هادو je de faire à chaque fois le brouillon هكذا des trucs je vais les translater je vais vous envoyer la correction تاع l'exo 1 l'exo 2 et les exemples تاع le cours. D'accord? Juste après je vais les transmettre maintenant. D'accord? Bon courage et donc bonne année et bonnes vacances. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir.